Bienvenue à la grande édition de Rwanda TV. Tout de suite, les grands titres. Le président de la République, Paul Kagame, participe ce mardi à la 9e édition de la conférence sur l'investissement ouverte à Riyad, en Arabie Saoudite. La secrétaire générale de la francophonie, Louise Mushikiwabo, a reçu la nouvelle ministre française déléguée à la francophonie, Éléonore Karoua. Les deux personnalités ont discuté à Paris des préparatifs de la 46e conférence ministérielle de la francophonie prévue à Kigali. Encore une fois, bienvenue, chers téléspectateurs de la télévision rwandaise. Je suis David Carmel Ingabire. C'est une joie de vous retrouver. Je vous le disais en titre, le président de la République, Paul Kagame, participe ce mardi à la 9e édition de la conférence sur l'investissement ouverte à Riyad, en Arabie Saoudite. Cet événement réunit environ 7500 participants, parmi lesquels des chefs d'État et des membres de gouvernement, ainsi que des dirigeants d'entreprises privées. Suivez les détails. Les discussions au sein de cette conférence s'articulent autour du thème « La clé du développement ». Il éprouve environ 250 panels axés sur les principaux obstacles à l'investissement, l'innovation technologique ainsi que les transformations dans le secteur de l'énergie. Ce matin, un panel a de façon particulière mis en avant les opportunités de développement du commerce entre les pays et les continents. Des investisseurs africains, notamment les milliardaires nigérians Aliko Dangote, y ont souligné la nécessité pour les États de jouer un rôle moteur dans le renforcement des relations économiques internationales. La conférence se tient au Centre international de conférences King Abdelaziz à Riyad. Il accueille également des personnalités de premier plan, tels que le prince Abdelaziz bin Salman d'Arabie Saoudite, le président du Rwanda Paul Kagame, la Nigériane Ngozi Okonjo-Iweala, directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce depuis 2021, ainsi que d'autres figures venues partager leur expérience et les visions du développement. En ce premier jour de la conférence qui va se clôturer jeudi, le président du Rwanda Paul Kagame participe à un panel réservé aux chefs d'État consacré au thème « Quel est le véritable coût d'une économie stable ?» C'est aux côtés des présidents de la Guyane, du Kosovo, de la Colombie, de la Bulgarie, de l'Albanie ainsi que du Premier ministre de Bermuda. Ensemble, ils analysent les dynamiques commerciales actuelles et les moyens de préserver les intérêts économiques communs sans compromettre les opportunités partagées. Le président Kagame prend également part à une autre session intitulée « L'humanité est-elle sur la bonne voie ?» Créée en 2017, la Future Investment Initiative vise à rassembler des acteurs engagés à investir dans des solutions durables face aux défis mondiaux. La grande édition continue sur la télévision rwandaise. La secrétaire générale de la francophonie, Louise Mushikiwabo, a reçu la nouvelle ministre française déléguée à la francophonie, Éléonore Karoua. Les deux personnalités ont discuté à Paris des préparatifs de la 46e conférence ministérielle de la francophonie prévue à Kigali. Ils ont également échangé sur la coopération entre la France et l'OIF et sur les actions à mener pour promouvoir l'égalité femmes-hommes dans l'espace francophone. La grande édition continue. La secrétaire générale de la francophonie, Louise Mushikiwabo, a reçu à Paris Sok Sifana, ministre principal chargé des missions principales auprès du gouvernement royal du Cambodge. Des échanges ont porté sur l'organisation du 20e sommet de la francophonie prévu au Cambodge en 2026, ainsi que sur la conférence ministérielle de la francophonie prévue à Kigali les 19 et 20 novembre. C'est à l'issue de cette conférence que le Cambodge prendra la présidence de la francophonie. Toujours sur le même thème, l'invitation plutôt du gouvernement gabonais, l'Organisation internationale de la francophonie a déployé une mission électorale, MEF, à l'occasion des 2 tours des élections législatives et locales au Gabon. Cette mission, conduite par l'ancien Premier ministre tchadien Albert Pahimi Padaké, a observé le déroulement du scrutin et présenté son rapport final relevant les avancées et les défis du processus électoral.
La grande édition continue sur Rwanda TV. Les autorités djiboutiennes estiment que la zone franche de Djibouti et l'accès au port de Djibouti constituent une opportunité stratégique pour les importations et les exportations du Rwanda en tant que pays enclavé. Jean Damascène Manichimé, reportage. La zone franche internationale de Djibouti est l'une des plus grandes zones franches en Afrique. Inaugurée en juillet 2018, elle vise à faire de Djibouti un hub logistique et commercial majeur entre l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Asie. La zone franche internationale de Djibouti a été officiellement lancée lors d'une cérémonie en présence de plusieurs chefs d'État, dont le président somalien Ismaïl Omar Guelleh et le président rwandais Paul Kagame. Lors de cette inauguration, le président Kagame avait déclaré, et je cite, « Nous vous soutenons dans la réalisation de ce projet et je suis certain qu'il vous servira tous jusque dans le sud, au Rwanda et au-delà. » Ces propos du président rwandais Paul Kagame soulignent l'importance diplomatique accordée à son partenariat avec Djibouti et à la zone franche de Djibouti comme plateforme régionale. La zone franche internationale de Djibouti accueille une diversité d'activités économiques, comme l'explique Ahmed Mousbakar, directeur des opérations à la zone franche internationale de Djibouti. Nous avons le service de CR Cargo que les gens peuvent ramener des marchandises de la Chine en seulement 14 jours. Et ensuite, on peut envoyer ces marchandises dans toute l'Afrique. Au moins entre 18 à 20 jours, vous pouvez avoir les marchandises de la Chine jusqu'à votre propre destination, n'importe quel pays en Afrique. Nous avons maintenant servi plus de 36 pays en Afrique et plus de 53 villes de l'Afrique. Donc nous avons aussi des sociétés qui veulent s'installer à Djibouti, ici, dans la zone franche, et qui veulent faire de l'énergie verte comme le solaire. Ils vont produire les batteries, en même temps les solar panels à l'intérieur de la zone franche. Nous avons aussi des sociétés qui veulent faire assemblement de véhicules dans la zone franche. Donc nous avons plusieurs services à rendre. En même temps, il y a des gens qui font des trading, qui achètent et qui revendent. Donc nous avons plusieurs services et nous accueillons aussi toutes les sociétés qui s'intéressent à s'installer dans la zone franche de Djibouti. Avec la digitalisation des services, la zone franche internationale de Djibouti présente de nombreux avantages, comme l'exonération fiscale, les procédures douanières simplifiées, l'accès direct au port de Djibouti, au corridor vers l'Éthiopie, les infrastructures modernes et autres. C'est ce que nous explique Abdurrahman Haroun Moumine, directeur commercial. Et tous les services portuaires et logistiques ont été digitalisés. Donc vous avez aujourd'hui l'ensemble des parties prenantes, c'est-à-dire les utilisateurs, vous avez les agences maritimes, vous avez les transitaires, vous avez aussi les sociétés des zones franches qui sont les plus gros importateurs et exportateurs à Djibouti, mais aussi pour la région, qui, à partir du confort de leur bureau, qui ne se déplacent plus, donc qui dit plus de visites physiques dit moins de coûts. Donc à partir de leur bureau, ils sont connectés en ligne sur le système, on leur donne des accès, ils ont une formation, aussi au tout début quand ils commencent leurs activités en ligne. Et vous les avez tous les jours utilisant le système de DPCS. Et de l'autre côté, vous avez les parties prenantes, c'est-à-dire les prestataires de services qui sont connectés. Chaque port à Djibouti est connecté au système. Par exemple, vous avez aujourd'hui un transitaire qui demande la facturation portuaire pour son conteneur. Les équipes du terminal à conteneurs sont connectées aussi au système. Dès que la demande arrive en ligne, elle est traitée par les équipes de la documentation et de la facturation du port. Et automatiquement, dès qu'il a sa cotation en ligne, il passe au paiement en ligne. Une fois qu'il a effectué le paiement en ligne, c'est des transactions qui prennent, on va dire, un maximum de 30 minutes. Donc, automatiquement, il a sa facture, il a payé sa facture en ligne
et qu'il procède à ce qu'on appelle le booking, la réservation de conteneurs en ligne pour faire sortir son conteneur. Il imprime le document qui lui permet d'entrer, qui permet à son camion d'entrer au port et l'opération est bouclée en un maximum de 1 heure. Tout ce qui se faisait, par exemple, on va dire en 1 journée ou 2 jours. Plus de 450 sociétés sont enregistrées dans la zone franche internationale de Djibouti et des services variés sont obtenus à l'intérieur même de la zone à cause du système de guichet unique qui permet entre autres avantages la possibilité d'ouvrir une société en moins d'1 journée. En fait, dans cette même building, dans ce même bureau, vous allez avoir les différents services qui vont vous permettre d'ouvrir votre société. Vous n'avez pas besoin d'aller de différents bureaux. Dans les mêmes bureaux, nous avons un guichet unique. Un guichet unique, les gens qui vont faire la licence, les gens qui vont enregistrer votre patente, les gens qui vont aussi, la banque, toutes les banques aussi sont dans le même guichet unique. Donc dans cette même building, vous allez avoir les différents services qui vont vous permettre d'enregistrer votre société d'un point A jusqu'au point final. Donc nous avons les gens de la banque, les gens de l'autorité et la société de gestion de la zone franche, IDIGO, qui sont dans le même bureau. La digitalisation des services et la création du guichet unique sont là des outils qui permettent aux autorités portuaires de la zone franche de Djibouti de s'assurer de la sécurité des produits importés, de quoi rassurer également les opérateurs économiques qui choisissent ce hub logistique qui constitue Djibouti. Nous avons ce qu'on appelle les services de traçage. Vous pouvez tracer directement un bateau quelconque, un navire quelconque. Est-ce qu'il est arrivé? Est-ce que sa marchandise est déchargée? Vous pouvez tracer directement un cargo quelconque, c'est-à-dire un conteneur ou des marchandises qui sont en vrac. Vous connaissez le numéro de votre connaissement, le numéro BIEL. Vous connaissez le numéro de votre conteneur, vous le saisissez sur le système et automatiquement vous avez les informations qui sont liées avec quel navire il est arrivé, à quel quai a accosté, à quel port il a accosté ce navire, à quel quai a été déchargé les marchandises, à quelle heure, à quel jour et quelle heure a été déchargé le conteneur par exemple. Vous avez toutes ces informations de traçage. Vous pouvez tracer un camion quelconque aussi, le camion que vous avez envoyé qui est allé chercher votre marchandise, vous pouvez le tracer, quand est-ce qu'il est rentré au port et quand est-ce qu'il est sorti du port. Est-ce qu'il a chargé? Est-ce qu'il n'a pas été chargé? Toutes ces informations sont disponibles à travers le service qu'on appelle le service de traçage. Le Rwanda et le Djibouti ont signé plusieurs accords de coopération, notamment un accord général de coopération et un protocole d'entente entre l'Agence rwandaise de développement RDB en sigle et l'autorité portuaire de la zone franche de Djibouti. Les deux pays se sont engagés à accroître l'intégration commerciale, logistique et liaison aérienne pour permettre au Rwanda d'accéder plus efficacement au marché maritime via Djibouti. Merci Jean Damascène. Le programme des Nations Unies pour le développement PNUD en sigle, la Commission de l'Union africaine ainsi que le réseau des femmes leaders africaines en collaboration avec l'Africa School of Governance se sont retrouvés ce lundi à Kigali pour une conférence de 4 jours visant à discuter du projet de création de l'Académie africaine des femmes leaders en politique. Cette académie formera de jeunes femmes destinées à devenir les futures dirigeantes du continent africain. Un reportage de Solange Omulegwa lu par Patrick Milidandi. Cette rencontre a rassemblé divers dirigeants politiques, experts et spécialistes venus de tous les continents africains. Les participants ont échangé sur le moyen de renforcer les connaissances politiques des femmes et des jeunes filles africaines, notamment à travers la mise en œuvre du projet de création de cette académie qui visera à former les futures femmes politiques africaines en matière de gouvernance et de leadership. La sénatrice rwandaise Dr Usta Kayitesi a souligné qu'il s'agit là d'un moyen sûr de préparer les femmes africaines à s'engager efficacement en politique et à y produire des résultats concrets.
Memory Kanchambwa, directrice exécutive du réseau de développement et des communications des femmes africaines, a pour sa part affirmé que renforcer les capacités des femmes en matière de gouvernance, c'est ouvrir la voie à un nouveau type de leadership axé sur la consolidation de la paix et le développement durable des nations africaines. La professeure Oluwafunmi Liyayu, Joséphine, présidente du réseau des femmes leaders africaines, a déclaré que cette académie contribuera à combler le fossé lié à la faible représentation des femmes dans la sphère politique sur le continent africain. À ce jour, les statistiques montrent que, malgré le progrès réalisé, les femmes occupant des postes politiques, en particulier au sein des parlements de pays d'Afrique subsaharienne, ne représentent que 27%. Cette académie entend changer cette réalité en offrant aux femmes actives ou aspirantes à une carrière politique des opportunités d'apprentissage, de collaboration et de développement de la confiance en soi, afin de devenir des dirigeantes capables de transformer leur pays de manière significative. Et pour la page éco du Rwanda, le parc national de la Kagera à l'est du Rwanda figure parmi les meilleures destinations touristiques en 2026, désigné par le National Geographic, une organisation américaine mondialement reconnue pour ses travaux de vulgarisation scientifique, géographique, environnementale et culturelle. Pourquoi cette place accordée à cette réserve naturelle du Rwanda? Jean Damascène Manishime nous en dit plus. Le parc national de la Kagera est situé à l'est du Rwanda, à la frontière avec la Tanzanie. Le parc tire son nom de la rivière Akagera qui longe sa frontière orientale et de son réseau de lacs, notamment le lac Yema et de marais papyrus. Et géographiquement, on y trouve une combinaison de savanes, de forêts boisées, de collines et de zones humides marécageuses. C'est la seule aire de savane protégée du Rwanda. Il est accessible depuis la capitale rwandaise Kigali, environ 2 ou 3 heures de route. Le parc a été officiellement créé en 1934 sous l'administration belge, dans le cadre des efforts de conservation coloniale. À ses débuts, l'objectif était de préserver cette zone naturelle, relativement peu habitée à l'époque, notamment des savanes et marais difficiles d'accès. La Kagera est l'une des plus grandes zones humides protégées d'Afrique centrale et constitue le dernier refuge du Rwanda pour les espèces adaptées à la savane. Suite au passé du Rwanda, notamment la guerre de libération et le génocide commis contre les Tutsis en 1994, la faune et la gestion du parc ont fortement souffert. Chasse, braconnage et autres y ont trouvé livre cours. En 2010, le gouvernement du Rwanda a invité African Pax à s'associer à l'Agence rwandaise de développement pour la gestion du parc afin de soutenir les efforts de conservation et de faire du tourisme un moteur de développement économique. Depuis, grâce à une gestion efficace et à des méthodes de conservation adaptées, le parc national de la Kagera abrite désormais des populations animales abondantes et prospères. La surveillance et la recherche se poursuivent pour approfondir la compréhension des efforts de conservation, tandis que des études, notamment sur les amphibiens et les reptiles, ont permis d'ajouter de nouvelles espèces au registre du parc. Près de 500 espèces d'oiseaux y ont également été recensées, faisant de la Kagera un site ornithologique majeur. Ce partenariat de gestion lancé entre le Rwanda et l'African Pax, l'organisation de conservation panafricaine, a porté des fruits. Plusieurs espèces clés ont été réintroduites. Les lions en 2015, les rhinocéros noirs orientaux en 2017, puis les rhinocéros blancs en 2021. Et en 2025 encore, une grande translocation de 70 rhinocéros blancs. Pour le moment, cette réserve naturelle de l'est du Rwanda compte 68 lions et environ 150 rhinocéros.
Outre son rôle de sanctuaire pour la faune, le parc soutient de plus en plus les initiatives génératrices de revenus au profit des communautés locales, stimulant ainsi le développement économique et illustrant des avantages d'une économie fondée sur la conservation. Chaque année, plus de 18 000 membres de communautés participent à des réunions pour discuter des questions de conservation et de conflits hommes et faune, tandis que plus de 2000 élèves bénéficient des programmes d'éducation environnementale. Le tourisme de la Kagera est devenu une source majeure de revenus, représentant 97% du revenu annuel total du parc en 2024, dont 45% des visiteurs sont des Rwandais. Ces recettes réinvesties directement dans le parc stimulent davantage l'économie locale par la création d'emplois et d'autres projets de développement durable. De plus, 10% des revenus du parc sont affectés au programme national de partage de revenus du Rwanda qui soutient le développement communautaire à travers des projets tels que des écoles, des centres de santé, des coopératives et autres. Pourquoi le parc national de la Kagera est une meilleure destination en 2026? Le parc national de la Kagera a été choisi parce qu'il combine une nature riche et variée, une restauration écologique exemplaire, une expérience safari authentique, moins surchargée, un bon potentiel de développement touristique et un engagement sérieux envers le tourisme responsable, un ensemble qui correspond aux critères retenus par le National Geographic. Nature exceptionnelle et une biodiversité marquante. Le parc national de la Kagera abrite les Big Five, qui sont le lion, l'éléphant, le buffle, le léopard et le rhinocéros. Plus de 500 espèces d'oiseaux y ont été recensées avec des paysages variés, savanes, forêts, vallées, et réseaux de lacs et marais, le système de lacs étant le plus grand marécage protégé d'Afrique centrale orientale. Le fait que la nature soit réelle, bien restaurée et moins enchaînée à un tourisme de masse ajoute à l'authenticité. Récupération écologique et conservation réussie. Après des décennies de chasse, dépeuplement et destruction, Akagera a été réhabilité grâce à la collaboration entre African Pax et l'Agence rwandaise de développement à partir de 2010. Le parc est devenu ainsi un véritable modèle de conservation, ce qui ajoute à l'attractivité. L'essor de l'infrastructure touristique de qualité, durable et bien intégrée au paysage fait aussi partie de ce critère. Expérience touristique unique et moins fréquentée. Akagera est décrit comme une alternative sans foule aux grands parcs africains classiques. Entre 50 et 55 000 visiteurs par an sont recensés contre des centaines de milliers dans d'autres réserves. Le fait de pouvoir faire safari, balade en bateau, observation d'oiseaux, balade de nuit, montgolfière, etc. contribue à l'expérience différente du parc national de la Kagera. Accessibilité et avenir prometteur. Le parc national de la Kagera devient très accessible depuis la capitale rwandaise Kigali, car il faut entre 2 et 3 heures de route pour y accéder. L'infrastructure touristique se développe davantage. Des nouveaux lodges, hébergements de haute gamme, l'écotourisme et autres. Être désigné meilleure destination en 2026 ouvre en effet train de développement, un critère que National Geographic semble valoriser. Un savant équilibre entre nature, tourisme responsable et communauté. La gestion du parc met en avant des principes de tourisme durable, des bénéficiaires locaux, communauté et emploi, et une conservation qui tient compte de l'humain. Par exemple, 10% des revenus touristiques sont alloués aux communautés environnantes à travers le programme communément appelé partage de revenus, revenue sharing. Le parc propose une expérience qui n'est pas uniquement prélevée, mais apprendre, respecter, et ce qui correspond à l'orientation actuelle du tourisme de qualité. Pourquoi alors le parc national de la Kagera est si important? Le parc représente un modèle de restauration écologique après conflits et pressions humaines. Il montre comment conservation, tourisme et développement communautaire peuvent être alliés. Il offre une destination unique en Afrique de l'Est via sa savane, ses zones humides et sa faune réintroduite. Que faut-il pour visiter cette réserve naturelle?
Les Rwandais de moins de 13 ans paient 10 000 francs rwandais et 15 000 pour les Rwandais âgés de plus de 13 ans. Un étranger résident au Rwanda paie lui $50 américains, alors que l'étranger non résident paie $100 américains pour visiter le parc. Voilà, c'est tout pour cette grande édition. Merci de nous avoir suivis. Je remercie toute l'équipe qui m'a aidé à la préparer. Au plaisir de très bientôt vous retrouver.